Sophie avait 44 ans ce jour-là, une pâtisserie héritée de sa grand-mère, un mari depuis 18 ans, et la certitude tranquille que sa vie tenait encore debout. Elle ne savait pas qu'en quelques minutes, devant tous ses invités, un homme allait poser une valise devant elle et détruire d'une seule phrase tout ce qu'elle croyait acquis. Elle ne savait pas non plus qu'une voisine tenait déjà entre ses mains un secret capable de tout retourner, et de faire s'effondrer, en un instant, le sourire de celui qui pensait avoir gagné. Voici son histoire. Le soleil déclinait sur le jardin de Sophie ce samedi-là, tandis que les guirlandes accrochées entre les branches du vieux tilleul se balançaient au gré d'une brise tiède et que les rires des invités se mêlaient au parfum du gâteau qu'elle avait confectionné la veille, un entremets aux fraises dont la recette venait de sa grand-mère, celle-là même qui lui avait légué la petite pâtisserie de la rue des Tilleuls. Sophie, 44 ans ce jour-là, se sentait simplement heureuse, ignorant que dans quelques minutes, tout ce qu'elle croyait solide allait se fissurer sous ses yeux comme une porcelaine trop fine. Julien arriva sans un mot, sa valise cognant contre les graviers dans un bruit sec qui fit taire les conversations une à une, et Sophie, encore souriante, crut d'abord à une plaisanterie, jusqu'à ce qu'elle voie son visage fermé, cette froideur qu'elle ne lui connaissait que dans ses pires colères. Il posa la valise devant elle, bien en évidence, devant tous les invités qui s'étaient tus. « Je ne t'ai jamais vraiment aimé, tu sais, » dit-il d'une voix posée, presque soulagée. Un silence total tomba sur le jardin. Julien continua, comme s'il récitait un texte préparé depuis longtemps, énumérant devant témoins des détails qu'aucune femme ne devrait entendre le jour de son anniversaire, sur son corps qui avait changé, sur cette comédie qu'il jouait par pitié plus que par amour. Valérie, sa meilleure amie, tenta de s'interposer, mais il leva la main pour la faire taire. « Aujourd'hui, j'arrête cette comédie, » ajouta-t-il, et il y avait dans sa voix une fierté presque enfantine, celle d'un homme qui se croit enfin libre. « Julien, ce n'est ni le moment ni l'endroit, » tenta Valérie. « Laisse-le finir, » dit Sophie doucement. « Je veux entendre. » Sophie sentit ses jambes trembler, mais quelque chose en elle, une digue construite depuis des années sans qu'elle le sache, refusa de céder devant les regards. Elle prit une inspiration lente avant de répondre, sa voix étonnamment stable malgré le vertige qui montait. « Tant mieux. Enfin, la vérité. » Julien parut décontenancé une fraction de seconde, comme si cette réponse ne figurait pas dans le texte qu'il avait répété, mais il se reprit vite, redressant les épaules. Dans un geste calculé, il donna un coup de pied dans le pied de la table qui supportait le gâteau, le faisant s'écraser au sol dans un fracas de crème et de fraises, symbole encore plus cruel que ses mots puisque c'était de ses propres mains, avant que le jour ne se lève, que Sophie avait façonné chaque couche de cet entremets en pensant à sa grand-mère. « Voilà, » dit-il simplement, satisfait, avant de tourner les talons et de traverser le jardin d'un pas assuré, sans un regard en arrière, sans un geste pour les invités pétrifiés. Sophie resta debout près des débris du gâteau, les mains crispées sur le tissu de sa robe, sentant les regards se poser sur elle avec cette pitié qu'elle détestait plus que tout. Elle chercha instinctivement le visage de Valérie pour y puiser un peu de force, quand une voix s'éleva depuis la haie, une voix qu'elle reconnut aussitôt, celle de Madame Rosine, la voisine âgée à qui elle rendait visite chaque semaine depuis la mort de son mari. Julien avait presque atteint sa voiture, la main déjà sur la poignée, quand cette voix claire traversa le silence du jardin comme une lame. « Julien, tu devrais peut-être appeler Alexandra avant de fêter ta liberté. » Il se figea net, la main suspendue au-dessus de la poignée, et Sophie vit comme au ralenti son dos se raidir, tandis que tous les invités tournèrent la tête vers la vieille dame qui se tenait près de la haie, un léger sourire aux lèvres, un sourire qui n'avait rien de bienveillant. « De quoi parlez-vous, Madame Rosine » articula-t-il enfin, sa voix ayant perdu toute l'assurance d'un instant plus tôt. « Tu ne sais pas » demanda-t-elle, presque amusée. « Vraiment pas ?»« Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires, » répondit-il, mais sa main tremblait légèrement sur la poignée. « Alors reste, » dit-elle simplement. « Tu vas vouloir entendre ça. » Madame Rosine s'avança dans l'allée du jardin, avec la lenteur calculée de ceux qui savent que le temps joue pour eux, et Sophie remarqua pour la première fois à quel point cette vieille dame, qu'elle croyait connaître depuis des années de visites et de courses partagées, portait ce jour-là un regard différent, presque stratégique. Depuis la mort de son mari 3 ans plus tôt, Rosine passait ses journées à sa fenêtre, observant la rue avec une patience que Sophie prenait pour de la simple solitude. « Il y a 1 semaine, » commença Rosine.
J'étais sur mon balcon quand j'ai entendu une conversation, juste en dessous, près de la haie. Une femme parlait au téléphone, très fort, très sûre d'elle. Quel rapport avec moi? Coupa Julien, la voix tendue. Patience, répondit-elle. Cette femme disait qu'elle en avait assez d'attendre, que Grégoire devait choisir maintenant, entre sa femme et elle. Le prénom résonna dans le jardin silencieux comme une pierre jetée dans une eau stagnante. Sophie vit Julien blêmir, ses doigts se crisper sur la portière de la voiture, et elle comprit, avant même que Rosine n'achève sa phrase, que quelque chose de bien plus vaste que sa propre humiliation venait de se révéler devant tous ses invités figés. « Alexandra ne t'a jamais aimé non plus, Julien, » poursuivit Rosine avec une douceur presque cruelle. « Elle se servait de toi pour approcher ton associé. Elle est déjà partie s'installer chez lui, à Lyon, depuis mardi dernier. »« Vous mentez !» lança Julien, mais sa voix avait perdu toute la fermeté qu'elle avait quelques minutes plus tôt, et ses yeux cherchaient une échappatoire dans les regards des invités. « Je ne mens jamais, » dit Rosine. « Demande donc à ton associé pourquoi il ne répond plus à tes appels depuis 3 jours. » Un murmure parcourut l'assemblée, et Sophie observa Julien vaciller, littéralement, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ce même homme qui avait piétiné son gâteau et son mariage avec une assurance presque joyeuse se tenait maintenant devant tous, désarmé, cherchant sur les visages une once de compassion qu'il ne trouvait nulle part, pas même chez Valérie. « Tu as tout détruit, » dit doucement Sophie, « non pour lui, mais pour Alexandra qui ne t'a jamais voulu. » Il ne répondit rien. Il resta un long moment immobile près de sa voiture, la valise toujours posée sur les graviers, comme s'il attendait que quelqu'un vienne le contredire, que quelqu'un lui rende sa fierté d'un instant plus tôt, mais personne ne bougea, personne ne parla, et le silence devint lui-même une sentence. Finalement, il ramassa sa valise sans un mot, monta dans sa voiture et démarra en trombe, faisant crisser les pneus sur le gravier de l'allée. Sophie le regarda s'éloigner sans ressentir la victoire qu'elle aurait pu attendre, seulement un vide immense, une fatigue ancienne. Les invités commencèrent à partir un à un, en silence, et Valérie resta pour l'aider à ranger les débris du gâteau écrasé dans l'herbe. Madame Rosine s'attarda encore un instant près de la haie. « Je suis désolée d'avoir gâché ta fête, Sophie, » dit-elle enfin. « Vous ne l'avez pas gâchée, Rosine. Vous l'avez sauvée. » La vieille dame sourit faiblement et rentra chez elle, laissant Sophie seule avec Valérie dans le jardin dévasté, les guirlandes encore allumées sur le désordre. Elles travaillèrent en silence pendant près d'1 heure, ramassant les verres, pliant les nappes tachées, et Valérie proposa plusieurs fois d'appeler quelqu'un, mais Sophie refusait à chaque fois, répétant qu'elle avait simplement besoin de dormir. Une fois seule, tard dans la nuit, Sophie monta se coucher sans même se changer, épuisée par cette journée qui avait commencé dans la joie et s'était achevée dans un naufrage collectif. Elle resta longtemps les yeux ouverts dans l'obscurité, repassant les mots de Julien, la voix de Rosine, le silence des invités, incapable de trouver le sommeil malgré la fatigue qui pesait sur chaque muscle de son corps. Au petit matin, quand elle descendit préparer un café qu'elle ne boirait probablement pas, elle remarqua une enveloppe sur le paillasson, glissée sous la porte pendant la nuit. Elle la ramassa machinalement, encore engourdie de fatigue, et reconnut le logo de la banque de la pâtisserie. L'enveloppe portait leurs 2 noms. Elle l'ouvrit sans grande attention d'abord, puis ses yeux s'arrêtèrent sur l'objet du courrier, imprimé en gras au sommet de la page. Mise en demeure. Hypothèque sur le bien commercial. Sophie relut la phrase 3 fois, cherchant une erreur, mais les mots restaient au-delà, immobiles, sans se laisser réinterpréter. Et elle comprit que la nuit qui venait de s'achever n'était que le début d'une bien plus longue tempête. Sophie appela Valérie dès 8 heures, la voix encore tremblante, et son amie arriva moins de 20 minutes plus tard, en peignoir sous son manteau, les cheveux encore mouillés, ayant visiblement quitté sa maison avant même sa première tasse de café. Elles s'installèrent à la table de la cuisine, l'enveloppe ouverte entre elles, et Valérie, qui gérait la comptabilité de la pâtisserie depuis des années en plus d'en être associée à hauteur d'un tiers, parcourut les pages avec une lenteur méthodique, tournant chaque feuillet comme si elle craignait d'y trouver une confirmation qu'elle redoutait déjà. « C'est une hypothèque sur le local, » dit-elle enfin, la voix blanche. « Sur ton local, Sophie, celui de ta grand-mère. » Sophie sentit un vertige familier remonter, le même que la veille, mais plus profond cette fois, car il ne touchait plus seulement sa fierté de femme trahie, il touchait ce qui restait de tangible dans son existence, ce commerce que sa grand-mère avait ouvert au sortir de la guerre avec presque rien,
qu'elle-même avait repris des années plus tard au prix d'économies serrées et de nuits sans sommeil, et qui n'était plus un simple gagne-pain, mais la preuve concrète que ses efforts avaient un sens. « Je n'ai jamais signé ça », murmura Sophie en tournant les feuillets d'une main tremblante, jusqu'à ce que son regard tombe sur une signature au bas d'un avenant secondaire, un tracé portant son nom mais plus anguleux que le sien, plus pressé, comme une main étrangère cherchant à l'imiter sans y parvenir tout à fait. Valérie confirma d'un simple regard ce que Sophie devinait déjà, sans qu'il soit besoin de prononcer le mot qui pesait entre elles, celui de la falsification, et elle expliqua d'une voix posée que Julien avait dû emprunter contre ce local pour financer, avec Grégoire, des placements qui avaient mal tourné depuis plusieurs mois déjà, bien avant l'anniversaire, bien avant que la vérité n'éclate au grand jour devant tous les invités. « La banque donne combien de temps ?» demanda Sophie, sa voix retrouvant un semblant de fermeté malgré le tremblement qui persistait dans ses mains. « 60 jours, répondit Valérie en pointant une ligne du doigt. Après quoi ils saisissent, si la dette n'est pas régularisée avant l'échéance. Sophie composa alors le numéro de Julien, sans réfléchir davantage. Porté par une colère froide qui remplaçait peu à peu la stupeur, et il décrocha à la 3e sonnerie, sa voix traînante trahissant une nuit visiblement arrosée quelque part loin de cette maison qu'il venait de quitter avec tant de fierté. « Qu'est-ce que tu as fait, Julien ?» dit-elle sans préambule, sans salutation, sans rien qui puisse ressembler encore à une conversation entre époux. « L'hypothèque n'était censée être que temporaire, » répondit-il après un silence pesant, comme si c'était elle qui l'importunait avec un détail sans importance. Grégoire m'avait assuré que les rendements couvriraient tout avant l'échéance. « Tu as falsifié ma signature, » répéta-t-elle, plus fort cette fois, refusant qu'il esquive ce point précis par des explications financières qui ne changeaient rien à la gravité de son geste. « Je n'avais pas le choix. Tu ne signais jamais assez vite à son goût, » se défendit-il, et dans sa voix perçait moins de remords que d'agacement d'être ainsi démasqué devant témoins. « Je vais porter plainte, » dit-elle simplement, et elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, refusant de lui laisser le dernier mot pour la seconde fois en 2 jours. Valérie, qui avait tout entendu, posa une main ferme sur l'épaule de Sophie sans dire un mot d'abord, puis proposa d'appeler un avocat qu'elle connaissait, spécialisé dans les litiges commerciaux, quelqu'un capable de démêler la responsabilité de Julien de Celles, potentiellement plus lourde encore, de Grégoire dans ce montage financier qui semblait chaque minute plus vaste que prévu. Pendant que Sophie composait le numéro de cet avocat d'une main encore mal assurée, Valérie continua d'éplucher les documents page après page, cherchant une faille, une clause susceptible de jouer en leur faveur, et son visage se figea soudain devant un paragraphe qu'elle relut 2 fois avant de parler, comme pour s'assurer qu'elle ne se trompait pas. « Sophie, regarde ça. Grégoire apparaît comme garant sur ce prêt, pas seulement comme conseiller financier. S'il est réellement aussi insolvable que le prétend Julien, la banque pourrait bien se retourner directement contre lui aussi. Ça veut dire qu'on a une carte à jouer devant un tribunal, » ajouta Valérie en tournant encore une page. « Mais il faudra une audience rapide, avant l'expiration des 60 jours. » Son doigt s'arrêta alors sur une ligne inscrite en rouge, la date fixée par la banque pour cette audience, et Sophie, en la lisant par-dessus son épaule, sentit sa respiration se couper d'un coup, comme si l'air lui-même venait de refuser de circuler dans ses poumons. C'était le jour exact où son père devait subir son opération cardiaque, celle dont le cardiologue avait dit, la semaine passée encore, qu'elle ne pouvait plus attendre bien longtemps. L'orage éclata sans prévenir un mardi soir, une pluie battante qui traversa tout le quartier en moins d'1 heure, faisant déborder les caniveaux et plier les jeunes arbres plantés le long de la rue des Tilleuls, et Sophie, en fermant la pâtisserie ce soir-là, entendit un craquement sec juste avant qu'une rafale plus violente ne fasse céder la vitrine avant, projetant des éclats de verre jusqu'au présentoir à pain. Elle resta un instant figée devant les dégâts, avant d'appeler le menuisier dont Valérie lui avait parlé un jour. Mathieu arriva moins d'1 heure plus tard, une caisse à outils sous le bras et un sourire discret qui contrastait avec la gravité du moment, et des gouttes de pluie encore accrochées à ses cheveux courts. Il examina la vitrine brisée sans un mot, passa une main sur le cadre fendu, puis se retourna vers Sophie avec une franchise tranquille. « Je peux colmater ça cette nuit, » dit-il simplement. « Pour une réparation définitive, il faudra revenir demain avec le bon verre. Je ne peux pas vous payer avant la fin du mois, » avoua Sophie, la voix lasse, trop épuisée pour dissimuler encore sa situation. « Je n'ai rien demandé, » répondit-il en sortant déjà ses outils,
et il se mit au travail sans attendre de réponse, découpant des planches de contreplaqué à la lumière d'une lampe frontale, tandis que Sophie tenait un parapluie au-dessus de lui. Ils travaillèrent ainsi pendant près de 2 heures, échangeant peu de mots, seulement quelques indications techniques, le bruit régulier du marteau contre le bois et l'odeur de la pluie qui continuait de tomber doucement sur le trottoir. Et cette présence silencieuse lui apportait un apaisement inattendu. Quand la vitrine fut enfin sécurisée, l'aube commençait à poindre timidement derrière les nuages, et Mathieu, épuisé lui aussi, accepta l'invitation de Sophie à entrer se réchauffer. Elle sortit du four un pain qu'elle avait mis à cuire avant l'orage, encore tiède, la croûte craquant sous la lame du couteau, et ils le partagèrent assis sur les tabourets du comptoir, sans autre accompagnement qu'un peu de beurre qui fondait presque instantanément. « Ma femme aimait cette heure-là, » dit Mathieu soudain, les yeux fixés sur la vitre encore embuée. Le moment où la nuit cède sans que le jour ait vraiment commencé. « Depuis quand » demanda Sophie doucement, comprenant sans qu'il ait besoin de préciser davantage. « 3 ans » répondit-il. Un cancer qui n'a laissé aucune place à la négociation, seulement 6 mois entre le diagnostic et l'adieu. Sophie posa sa main sur la sienne, un geste bref, presque involontaire, et elle se surprit à rire, un rire léger et sincère qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps, en repensant à une remarque de Mathieu sur le bois qu'il avait dû utiliser en urgence. Ce rire la saisit elle-même, et Mathieu la regarda avec une tendresse discrète. Le téléphone de Sophie vibra alors sur le comptoir, brisant cette parenthèse fragile, et elle vit s'afficher le nom de sa sœur, un appel qu'elle redoutait depuis plusieurs jours déjà. La voix de sa sœur, tendue, lui annonça que l'état cardiaque de leur père s'était brusquement aggravé pendant la nuit, que les médecins parlaient désormais d'une urgence plutôt que d'une simple précaution, et Sophie sentit son ventre se nouer d'une angoisse nouvelle. Elle remercia Mathieu d'un mot rapide, presque distrait, avant de courir chercher son manteau, et il insista pour la conduire lui-même à l'hôpital, refusant qu'elle prenne le volant dans cet état. À l'hôpital, elle retrouva son père amaigri, le teint gris sous la lumière blanche de la chambre, relié à des machines dont les bips réguliers résonnaient comme un compte à rebours silencieux, et le cardiologue confirma que l'opération devrait être avancée dans les jours à venir. En ressortant de l'hôpital tard dans l'après-midi, épuisée par cette journée qui semblait ne jamais vouloir finir, Sophie croisa sur le trottoir une silhouette qu'elle reconnut immédiatement, malgré le costume différent et le visage plus fatigué, celle de Grégoire, qui semblait l'attendre plutôt que la croiser par hasard. « Sophie » dit-il d'une voix basse, presque un murmure, en s'approchant d'elle sans lui laisser le temps de s'éloigner. « Je n'ai rien à vous dire, » répondit-elle, la fatigue laissant place à une méfiance immédiate. « Ne va pas au tribunal, Sophie, » dit-il, ignorant sa réponse. « Pour ton bien. » Il tourna les talons avant qu'elle ne puisse répliquer quoi que ce soit, disparaissant dans la foule du trottoir mouillé sans un regard en arrière, laissant Sophie seule sous la pluie fine qui recommençait à tomber, avec cette phrase qui résonnait maintenant en elle, comme une menace bien plus concrète que tout ce qu'elle avait imaginé jusque-là. Le vendredi suivant, Sophie arriva à la pâtisserie à 5 heures du matin comme chaque jour, pour préparer les premières fournées avant le week-end qui s'annonçait chargé, mais sa clé refusa de tourner dans la serrure de l'arrière-boutique, celle qui donnait accès aux fournils et aux réserves de farine. Elle essaya plusieurs fois, pensant à une erreur, avant de remarquer que le cylindre lui-même avait été changé, le métal encore brillant contrastant avec la peinture écaillée de la porte, et un sentiment glacial remonta en elle avant même qu'elle ne comprenne pleinement ce qui se passait. Elle appela immédiatement le serrurier dont le nom figurait sur une étiquette laissée près de la porte, et l'homme, visiblement mal à l'aise, lui expliqua qu'il avait reçu l'ordre d'un certain Grégoire de procéder au changement, invoquant un problème d'assurance qui nécessitait, selon lui, une mise aux normes urgentes du système de sécurité. « Grégoire n'a aucun droit sur ce local, » dit Sophie d'une voix tranchante. « Il n'est ni propriétaire ni gérant. »« Madame, je n'ai fait qu'exécuter une commande signée, » répondit le serrurier, gêné, en lui tendant malgré tout une copie du bon de commande où figurait effectivement la signature de Grégoire, sans aucune mention de Sophie ni de Valérie. Elle comprit alors que Grégoire cherchait délibérément à l'isoler de son propre outil de travail, précisément le week-end où l'affluence serait la plus forte, une manœuvre calculée pour l'affaiblir avant l'audience qui approchait, et elle sentit une colère froide remplacer la stupeur des premières minutes. Valérie arriva peu après, alertée par un message paniqué, et elles durent forcer l'ancienne porte de secours à l'arrière du bâtiment pour accéder enfin au fournil, perdant ainsi près de 2 heures précieuses sur une matinée déjà critique. L'après-midi même,
Sophie décida de confronter Julien en personne pour la première fois depuis l'anniversaire, refusant désormais les échanges téléphoniques qui lui permettaient trop facilement d'esquiver. Elle le retrouva dans le petit appartement qu'il louait depuis son départ, un studio impersonnel où traînaient encore des cartons jamais déballés, et il l'accueillit avec une surprise qui masquait mal son inconfort. « Qu'est-ce que tu fais ici, Sophie » demanda-t-il, refermant la porte derrière elle avec une nervosité inhabituelle. « Grégoire a changé les serrures de mon local, » dit-elle sans préambule. « Tu savais. » Il détourna le regard, incapable de soutenir le sien, et un long silence s'installa avant qu'il ne réponde, sa voix hésitant entre la culpabilité et une forme d'agacement de se voir ainsi acculé. « Il m'a dit qu'il voulait juste te faire peur, pour que tu abandonnes la plainte, » avoua-t-il enfin. « Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. »« Tu savais et tu n'as rien dit, » répéta-t-elle, la voix tremblante de rage contenue. « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Sophie ? Il tient toute ma situation financière entre ses mains, » se défendit Julien. Et dans cette phrase perçait toute la lâcheté qu'elle avait fini par accepter comme la véritable nature de cet homme qu'elle avait aimé pendant 18 ans. « Tu vas témoigner contre lui au tribunal, » dit-elle. Ce n'était plus une question. Il hésita longuement, se frottant le visage des deux mains, avant de hocher la tête faiblement, sans grande conviction, révélant malgré lui l'ampleur de son implication dans les manœuvres de Grégoire, des détails que Sophie n'aurait jamais soupçonnés, des transferts d'argent dissimulés, des documents antidatés, tout un système bien plus vaste que la simple hypothèque découverte quelques jours plus tôt. En quittant l'appartement, épuisée par cette conversation, Sophie reçut un appel de Valérie qui avait passé l'après-midi à éplucher les nouveaux documents transmis par leur avocat, et sa voix trahissait une urgence nouvelle. « L'audience a été avancée, Sophie, » dit Valérie sans détour. « La banque veut accélérer la procédure. C'est dans 4 jours maintenant, pas dans 3 semaines. »« 4 jours » répéta Sophie, sentant le sol se dérober une fois de plus sous elle. « Je sais que ça tombe mal avec ton père, » dit Valérie doucement. « Mais on n'a pas le choix, il faut être prête. » Sophie raccrocha, le cœur battant, et à peine eut-elle reposé son téléphone qu'il vibra de nouveau, affichant cette fois le numéro de l'hôpital, celui-là même qu'elle redoutait de voir apparaître depuis des jours. « Madame, » dit la voix de l'infirmière à l'autre bout du fil, « l'état de votre père s'est encore dégradé cette nuit. » Les médecins ont décidé d'avancer l'opération de 48 heures. Sophie ferma les yeux, comprenant en un instant terrible que l'opération de son père tomberait désormais exactement le même jour que l'audience au tribunal, les 2 événements les plus décisifs de sa vie récente, convergeant soudain vers une seule date impossible à dédoubler. La salle d'audience du tribunal de commerce sentait le bois ciré et le papier ancien, une lumière froide tombant des hautes fenêtres sur les bancs alignés, et Sophie s'assit entre Valérie et son avocat, les mains crispées sur le dossier qu'elle avait relu tant de fois qu'elle en connaissait chaque ligne par cœur. Julien se tenait de l'autre côté de l'allée, seul, visiblement rongé par une nuit sans sommeil, tandis que Grégoire arrivait quelques minutes plus tard, en costume impeccable, entouré de son propre avocat comme si de rien n'était. Le juge ouvrit l'audience en résumant les faits, l'hypothèque contestée, la signature falsifiée, les investissements douteux menés conjointement par les 2 hommes, et il invita chacune des parties à présenter ses arguments. L'avocat de Sophie prit la parole en premier, exposant méthodiquement les preuves de la falsification, appuyées par l'expertise graphologique qu'ils avaient obtenue en urgence, et un silence tendu s'installa dans la salle, tandis que le juge examinait les documents un à un. « Monsieur, » dit le juge en se tournant vers Grégoire, « vous apparaissez comme garant sur ce prêt. Confirmez-vous votre implication dans ce montage ?» Grégoire se leva, ajustant sa veste avec une assurance calculée, et Sophie sentit son cœur se serrer en devinant, à son sourire trop maîtrisé, qu'il avait préparé une stratégie qu'elle n'avait pas anticipée. « Votre honneur, » dit-il d'une voix posée, « je dois avouer que j'ai découvert récemment l'ampleur réelle de ce que Julien avait entrepris à mon insu. J'ai ici des documents qui prouvent qu'il a falsifié plusieurs signatures, pas seulement celles de sa femme, mais également certains de mes propres accords. » Un murmure parcourut la salle, et Sophie vit Julien blêmir en comprenant, une fraction de seconde trop tard, que Grégoire venait de retourner sa veste devant tout le tribunal pour sauver sa propre peau. L'avocat de Grégoire déposa une pile de documents devant le juge, des relevés bancaires, des courriels dissimulés, des virements que Julien avait effectués seul vers des comptes offshore, sans même en informer son associé,
cherchant visiblement à récupérer une part plus grande des bénéfices espérés. « C'est faux !» s'écria Julien, se levant brusquement, la voix brisée par la panique. Grégoire savait tout depuis le début, c'est lui qui a proposé ce montage. « Les documents parlent d'eux-mêmes, Julien, » répondit calmement Grégoire, sans même se retourner vers lui, et ce détachement glacial acheva de briser ce qui restait de contenance chez Julien. Le juge demanda le silence, examinant longuement les pièces nouvellement versées au dossier, et Sophie observa cette scène avec un vertige étrange, reconnaissant dans l'effondrement public de Julien un écho presque exact de l'humiliation qu'elle avait elle-même subie dans son jardin quelques semaines plus tôt, sauf que cette fois, c'était lui qui se tenait seul devant des regards qui ne lui accordaient plus aucune compassion. « Au vu des éléments produits, dit finalement le juge, la responsabilité de la falsification incombe clairement à M. Julien Chapelle. La saisie du bien commercial est suspendue, la procédure se poursuivra séparément contre les deux parties pour établir les responsabilités financières respectives. » Sophie sentit un soulagement immense traverser son corps, un poids qui se levait enfin après des semaines d'angoisse accumulées nuit après nuit, et Valérie lui serra la main sous la table, les yeux brillants de larmes contenues. Julien, effondré sur son banc, ne relevait même plus la tête, tandis que Grégoire quittait la salle sans un regard pour personne, satisfait d'avoir sauvé sa fortune au prix de la réputation de son ancien associé. C'est à cet instant précis que le téléphone de Sophie, qu'elle avait pourtant mis en silencieux, vibra violemment dans son sac, une vibration si insistante qu'elle sut immédiatement qu'il s'agissait d'un appel urgent plutôt que d'une notification banale. Elle s'excusa auprès du juge d'un geste de la main et sortit précipitamment dans le couloir, le cœur battant, pour découvrir sur l'écran le nom de sa sœur, suivi de 3 appels manqués en l'espace de 10 minutes. « Sophie, » dit sa sœur d'une voix tremblante dès qu'elle décrocha, « ils ont commencé l'opération de papa. Ils n'ont pas pu attendre. Son état s'est aggravé pendant la nuit. »« Je devais être là, » murmura Sophie, sentant ses jambes flancher contre le mur froid du couloir. « Je le lui avais promis. »« Je sais, » dit sa sœur, la voix brisée. Mais il n'y avait plus le choix. Le chirurgien l'a emmené il y a 20 minutes. Sophie resta immobile un long moment, le téléphone encore collé à l'oreille, les néons du couloir bourdonnant faiblement au-dessus d'elle, tandis que derrière la porte close de la salle d'audience, sa victoire judiciaire venait de se transformer en une amertume qu'aucun jugement favorable ne pourrait jamais réparer. Sophie courut dans les couloirs de l'hôpital sans attendre l'ascenseur, montant les escaliers 2 marches à la fois, le cœur cognant contre ses côtes, bien avant qu'aucun médecin ne prononce le moindre mot. Quand elle arriva enfin devant la salle de réveil, elle sut, rien qu'au visage de sa sœur assise près de la porte, que quelque chose s'était irrémédiablement brisé pendant les heures où elle avait été retenue loin de son père. Le chirurgien, encore en tenue, l'informa d'une voix mesurée que l'opération elle-même avait techniquement réussi, mais qu'une complication survenue juste après, un manque d'oxygène de quelques minutes à peine, avait plongé son père dans un état dont il ne savait pas s'il en émergerait un jour complètement. Elle entra dans la chambre où on l'avait transférée, une pièce froide baignée d'une lumière artificielle trop blanche, et elle s'assit près du lit sans oser toucher les mains de son père, ses mains qui l'avaient tenue enfant sur le chemin de l'école, qui avaient pétri avec elle la pâte de son premier gâteau, qui reposait maintenant immobile sous les tubes et les fils reliés aux machines. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle, plus douce, d'un parfum qu'il portait depuis toujours, et qui persistait encore un peu sur sa peau, comme un dernier vestige de l'homme qu'il était avant cette matinée. Sophie resta ainsi de longues heures, incapable de pleurer, incapable de parler, simplement présente, écoutant le souffle mécanique du respirateur qui rythmait maintenant le temps à sa place. Elle se souvint, sans le vouloir vraiment, de l'odeur de la farine dans la petite pâtisserie de sa grand-mère, où son père venait la chercher chaque soir après l'école, patientant sur le pas de la porte avec une constance jamais démentie, même les jours où il rentrait épuisé de son propre travail. Elle se souvint aussi d'un dimanche de pluie où il l'avait emmenée voir la mer pour la première fois, sans raison particulière, simplement parce qu'elle avait dit un jour qu'elle aimerait connaître l'odeur du sel. Il avait conduit 3 heures pour cela, sans se plaindre une seule fois, et elle se rappelait encore la sensation du vent salé sur son visage d'enfant. Mathieu arriva en fin d'après-midi, prévenu par Valérie, et il ne dit presque rien en entrant dans la chambre, se contentant de poser une main légère sur l'épaule de Sophie avant de s'asseoir silencieusement sur la chaise voisine, apportant simplement sa présence sans chercher à combler le silence par des mots inutiles. Elle apprécia,
plus qu'elle n'aurait su l'exprimer, qu'il ne tente pas de la rassurer avec des phrases toutes faites, qu'il comprenne instinctivement que certaines douleurs ne se consolent pas, qu'elles se traversent seulement, accompagnées. La nuit tomba lentement sur la ville, visible par la fenêtre de la chambre comme un rideau bleu sombre qui avalait peu à peu les lumières des immeubles voisins. Sophie comprit, dans ce silence prolongé, que peu importait désormais l'issue du procès. Peu importait la réputation brisée de Julien ou la fortune préservée de Grégoire. Rien de tout cela ne rendrait à son père la pleine conscience qu'il avait eue la veille encore, rien ne réparerait cette heure perdue pendant qu'elle plaidait pour un local commercial dans une salle d'audience trop froide. Vers 23 heures, une infirmière vint doucement lui rappeler que les visites étaient officiellement terminées. Mais elle laissa Sophie rester encore un peu, comprenant sans qu'il soit besoin de le dire la gravité particulière de cette soirée. Mathieu la raccompagna finalement jusqu'à sa voiture, marchant à ses côtés dans le parking presque vide sans dire un mot, et au moment de se quitter, il posa simplement sa main sur la sienne, un geste bref, mais qui suffit à Sophie pour sentir qu'elle n'était pas entièrement seule dans ce naufrage. Assise seule dans sa voiture avant de démarrer, elle repensa encore à son père jeune, tel qu'elle le voyait sur une photographie jaunie accrochée dans l'arrière-boutique de la pâtisserie, debout devant la vitrine le jour de l'ouverture, un tablier encore raide de neuf autour de la taille, souriant à un avenir qu'il ne connaissait pas encore. Cette image la poursuivit tout le long du trajet, se superposant sans cesse à celle, bien plus récente, de son visage immobile sous les tubes de la chambre d'hôpital. En arrivant devant la pâtisserie, épuisée au-delà de tout ce qu'elle avait connu ces dernières semaines, Sophie aperçut une silhouette assise sur les marches de l'entrée, recroquevillée dans l'obscurité, et elle reconnut Julien avant même qu'il ne relève la tête vers elle, le visage marqué par des jours entiers sans sommeil ni rasage. « J'ai tout perdu, Sophie, » murmura-t-il en se levant péniblement. « Toi, Grégoire, l'argent, tout. » Elle le regarda longuement, sans répondre immédiatement, sentant en elle un épuisement si profond qu'il ne laissait presque plus de place à la colère qu'elle aurait pu attendre d'elle-même. « Je peux revenir, » ajouta-t-il d'une voix brisée, presque suppliante. « Dis-moi que je peux revenir. » Sophie resta debout sur le pas de la porte, face à Julien recroquevillé sur les marches, et elle sentit combien la scène qui s'offrait à elle différait de toutes celles qu'ils avaient vécues ensemble depuis l'anniversaire, non plus devant des invités ou un tribunal, mais seule, dans le silence d'une rue endormie, avec pour seul témoin la façade éclairée par un unique réverbère. L'air de la nuit sentait encore la pluie tomber plus tôt dans la soirée, et quelque part au loin, une horloge d'église sonnait 11 coups qui se perdaient dans le silence des façades voisines. « Rentre chez toi, Julien, » dit-elle enfin, la voix calme mais sans appel. « Tu ne peux pas me laisser comme ça dans la rue, après tout ce qu'on a vécu ensemble, » répondit-il, se relevant péniblement, cherchant son regard avec une insistance qu'elle ne lui connaissait plus depuis longtemps. « Ce qu'on a vécu ensemble s'est terminé le jour de mon anniversaire, quand tu as posé cette valise devant moi, » répliqua Sophie, sans hausser le ton. Il tenta une approche différente, évoquant leurs premières années, un voyage qu'ils avaient fait en Italie peu après leur mariage, la naissance ratée qu'ils avaient traversée ensemble, cherchant visiblement dans ces souvenirs communs une faille par laquelle se faufiler jusqu'à sa compassion. Mais Sophie, en l'écoutant, ne ressentait plus que la distance froide de quelqu'un observant une scène qui ne la concernait déjà plus vraiment. « Je t'ai aimé, tu sais, malgré tout ce que j'ai dit ce jour-là, » murmura-t-il. « J'étais perdu. Grégoire me manipulait. Je ne savais plus qui j'étais. »« Tu savais très bien qui tu étais, Julien, » dit Sophie. « Tu as juste choisi de ne plus l'assumer devant moi. » Il baissa les yeux, comprenant peut-être pour la première fois que ces mots, aussi sincères fussent-ils désormais, n'auraient plus le pouvoir de la faire fléchir. Et un long silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruit lointain d'une voiture passant dans une rue voisine. « Qu'est-ce que je dois faire, alors ?» demanda-t-il finalement, d'une voix presque enfantine. « Assumer tes responsabilités devant le tribunal, comme tu l'as promis. Reconstruire ta vie ailleurs. »« Ne plus jamais revenir sur ces marches, » répondit-elle, chaque mot posé avec la clarté de quelqu'un qui a longuement pesé sa décision, plutôt que de céder à une colère passagère. Il hocha lentement la tête, sans un mot de plus, et se releva enfin, ramassant le sac qu'il avait posé près de lui, avant de s'éloigner dans la rue sans se retourner, cette fois sans la moindre fierté dans la démarche, seulement une lassitude qui semblait le suivre comme une ombre. Sophie le regarda disparaître au coin de la rue, sentant en elle non pas de la victoire, mais une forme de paix inattendue,
celle d'avoir enfin fermé une porte qu'elle avait laissée entr'ouverte trop longtemps par habitude, plus que par amour. Elle resta encore quelques minutes seule sur le seuil, respirant l'air frais de la nuit, avant de rentrer verrouiller la porte derrière elle, un geste simple qui lui parut soudain chargé d'un sens nouveau. Le lendemain, elle retrouva Valérie et son avocat pour finaliser les derniers détails de la procédure. Le local resterait intégralement à son nom, la responsabilité de l'hypothèque falsifiée incombant désormais uniquement à Julien, tandis que la procédure contre Grégoire suivrait son cours séparément devant une juridiction pénale pour les transferts dissimulés et les manœuvres visant à isoler Sophie de son propre commerce. « C'est fini, Sophie, » dit Valérie en refermant le dossier. « Vraiment fini cette fois. »« Je crois que oui, » répondit Sophie, presque surprise elle-même de sentir cette phrase sonner enfin comme une vérité plutôt que comme un espoir fragile. En sortant du cabinet de l'avocat, elle passa devant chez Madame Rosine, qui l'attendait sur le pas de sa porte avec un panier de tomates de son jardin, comme si de rien n'était, comme si ces dernières semaines n'avaient pas transformé la vie entière de Sophie. Le soleil de fin d'après-midi éclairait doucement le visage ridé de la vieille dame, et Sophie remarqua, pour la première fois peut-être, la douceur particulière de son sourire. « Tu as l'air plus légère, » dit Rosine en lui tendant le panier. « Grâce à vous, en grande partie, » répondit Sophie avec un sourire sincère, le premier depuis longtemps qui ne demandait aucun effort. En arrivant devant la pâtisserie, elle aperçut Mathieu au coin de la rue, portant dans ses bras quelque chose de long enveloppé dans un tissu, une forme qu'elle devina être une enseigne en bois, visiblement sculptée avec un soin qu'elle n'avait vu à aucun autre objet depuis longtemps. La lumière du soir dorait légèrement les contours du tissu, laissant deviner sans révéler la forme exacte des lettres gravées en dessous. Il s'avança vers elle avec un sourire discret, sans dévoiler encore ce qu'il portait, et Sophie sentit son cœur battre d'une curiosité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. L'aube se leva ce matin-là sur la rue des Tilleuls, avec une douceur presque irréelle, une lumière dorée glissant lentement sur les pavés encore humides de rosée. Sophie, debout devant la vitrine réparée, sentit son cœur se serrer d'une émotion qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois, un mélange de fierté et de vertige devant tout le chemin parcouru depuis cet anniversaire qui avait failli tout emporter. Quelque part au loin, une cloche d'église sonnait 7 heures, et un merle chantait sur le rebord d'une gouttière voisine. Elle ouvrit la porte du fournil comme chaque matin, mais ce jour n'était pas un matin comme les autres. L'odeur de farine tiède qui l'accueillit lui parut plus riche, plus vivante, chargée de tout ce que les dernières saisons avaient traversé, et la chaleur du four déjà allumé caressa son visage comme un vieil ami. Ses mains, en pétrissant la pâte, retrouvèrent instinctivement les gestes que sa grand-mère lui avait transmis des décennies plus tôt. Ce mouvement précis du poignet, cette pression exacte des doigts, aucune école ne pouvait les enseigner. Seule la mémoire du corps savait répéter patiemment ce que l'amour avait un jour montré. Elle pensa à Marguerite, sa grand-mère, à ses mains rugueuses couvertes de farine, à son rire clair résonnant encore quelque part dans les murs de ce lieu, et elle sut que jamais elle n'avait été aussi proche d'elle qu'en cet instant précis, façonnant à son tour l'avenir depuis les fondations du passé. Son père, bien que diminué par les séquelles de son opération, avait pu venir ce matin-là dans son fauteuil, accompagné de sa sœur. Ses gestes étaient plus lents désormais, mais son regard, quand il se posa sur la nouvelle enseigne suspendue au-dessus de la porte, s'illumina d'une clarté que Sophie n'avait plus vue depuis longtemps. Les lettres gravées par Mathieu dans le bois clair formaient un seul mot, simple et lumineux à la fois. Marguerite. « Elle aurait été fière de toi », murmura son père, sa voix encore fragile mais parfaitement audible dans le silence attentif du matin. Sophie s'agenouilla près de son fauteuil, prenant ses mains entre les siennes, ces mêmes mains qui l'avaient conduite jusqu'à la mer un dimanche de pluie, et elle sentit les larmes monter, non plus de tristesse, mais d'une gratitude immense envers tout ce qui, malgré les épreuves, avait survécu et continuait de battre. Madame Rosine arriva peu après, s'installant comme chaque matin désormais à la table du fond, près de la fenêtre, un carnet de mots croisés déjà ouvert devant elle. Elle salua Sophie d'un simple signe de tête complice, celui de 2 femmes ayant traversé ensemble bien plus qu'une tempête ordinaire. La lumière du matin traversait les rideaux légers et venait se poser sur la nappe à carreaux de sa table habituelle. Valérie s'affaira derrière le comptoir, disposant les premières viennoiseries avec une énergie contagieuse, tandis que les premiers clients du quartier commençaient déjà à pousser la porte, attirés par l'odeur qui s'échappait jusque dans la rue. Mathieu se tenait un peu en retrait,
observant la scène avec ce sourire discret qui était devenu, au fil des mois, une présence aussi naturelle que rassurante dans la vie de Sophie. Il n'y avait entre eux ni grands mots ni promesses tapageuses, seulement une constance patiente. Elle lui rappelait chaque jour qu'un amour pouvait se construire sur le respect plutôt que sur l'urgence. Il s'approcha d'elle alors qu'elle sortait une nouvelle fournée du four et déposa un baiser léger sur sa tempe, un geste devenu familier, mais qui continuait de faire naître en elle une chaleur nouvelle. « Prête pour cette nouvelle vie ?» demanda-t-il doucement. « Je crois que je le suis depuis un moment déjà », répondit Sophie. Sans plus, avant de retourner à ses fournées, sentant sur sa peau la chaleur du four, et plus profondément encore, celle d'une existence enfin reconstruite pierre après pierre. Elle s'arrêta un instant devant la porte ouverte, regardant la rue s'animer sous le soleil montant, les passants ralentissant devant la vitrine, les premiers effluves de café se mêlant à ceux du pain frais, et elle leva les yeux vers l'enseigne, où le prénom de sa grand-mère brillait doucement dans la lumière matinale, gravé pour toujours dans le bois comme une promesse tenue. La lumière glissait sur les lettres sculptées, faisant scintiller les nervures du bois comme si le nom lui-même respirait dans le grain, et un rayon de soleil vint frapper la vitrine tout juste réparée, projetant sur le sol un motif doré qui tremblait légèrement au passage des nuages. Ce sourire qui naquit alors sur son visage n'avait plus rien de celui, forcé et digne, qu'elle avait offert à Julien le jour de son anniversaire. Celui-ci était entier, tranquille et véritablement sien. Au loin, la cloche de l'église sonnait encore, comme pour saluer ce matin nouveau, et Sophie sentit, pour la première fois depuis très longtemps, que l'avenir n'était plus une menace mais une promesse ouverte, aussi tangible que le pain encore chaud entre ses mains. Sophie n'a pas seulement survécu à cette année-là, elle s'est reconstruite, pierre après pierre, avec la même patience que celle qu'elle mettait chaque matin à pétrir la pâte héritée de sa grand-mère. Elle a appris que la vraie force ne se mesure pas à l'absence de larmes, mais à la capacité de se relever encore, même quand tout semble perdu. Et vous, en l'écoutant, vous vous êtes peut-être demandé ce que vous auriez fait à sa place. Dites-le moi en commentaire, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.